D'accord, bon, on va partir là-dessus et puis eh ben on va pas tarder en tout cas. On commence. Mesdames, Messieurs, on va reprendre le cours de la conférence. Alors d'abord, si vous demandez pourquoi, j'aimerais bien qu'on voit les petites photos là de la Ligier. Pourquoi est-ce qu'on montre cette photo de voiture? Tout simplement parce qu'en fait, il y a deux véhicules à voir à l'extérieur. Profitez-en cet après-midi. Ça, c'est la voiture de Ligier Automotive et de Bosch Engineering. C'est une voiture de course qui a déjà fait des roulages dans le cadre du circuit des 24 heures du Mans. C'est une voiture qui roule aussi à Magny-Cours. Elle a fait plus de 7000 km et franchement, ça vaut le coup d'aller la voir. Je crois qu'il y a également d'autres photos que j'avais envoyées qu'on va pouvoir... voilà, ça c'est le véhicule en fait d'Angèle et de H26. Voilà, c'est un véhicule 4x4 avec un groupe électrogène à bord de H26 qui est une société de Bellefontaine. Et ça permet donc d'alimenter en fait un système de 4 roues motrices électriques et de pouvoir évoluer sur des zones off-road en mode zéro émission. Voilà, c'était pour la petite parenthèse, n'hésitez pas à voir ces véhicules à l'extérieur. Dans l'immédiat, on démarre ce tableau numéro 2 sur le thème produire mieux et avec la souveraineté. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. On se croirait presque sur la côte d'Azur. Il fait aussi chaud, il y a presque autant de soleil. En tout cas, nous, en ressenti, je dirais qu'on est entre 25 et 30 degrés sur scène. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ne vous offusquez pas si les intervenants enlèvent leur veste en cours de route. Je vous les présente rapidement avec Emmanuel Le Père Brisé, qui est responsable développement Nord-Est pour Life. Juste à côté, Jean-Patrick Corso, vous êtes le président de Clean. On expliquera ce que vous faites plus précisément dans un instant. Xavier Colson, qui est le directeur général de Genty. Et puis nous avons Benoît Barrière, précédemment chez McPhee et aujourd'hui chez John Cockerill Hydrogen. Voilà, vous êtes en responsable de l'intégration de la technologie. Et puis surtout, nous avons en ligne, il est depuis la Corée. Il doit être un petit peu tard d'ailleurs au moment où on se parle. Nous avons Miko Bujon-Meret. J'espère que tu n'es pas trop fatigué, mon cher Miko. Merci en tout cas d'être présent pour l'introduction de cette table ronde. Alors, on est là pour parler de la production locale, produire mieux, de façon plus efficiente, avec tous les aspects de souveraineté. Mais comme Miko est un grand spécialiste de l'international, je crois que ça serait intéressant d'abord qu'il nous parle de la Corée du Sud. Comment ce pays, qui est très en pointe sur l'hydrogène, eh bien, comment ce pays fait-il pour assurer justement sa souveraineté en matière de production d'hydrogène ? Eh bien, bonsoir, bonjour Laurent, bonsoir et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, non, je suis en Corée, il fait -10 ici, donc vous plaignez pas de la météo de votre côté, il neige et effectivement, il neige pas que des euros sur la filière hydrogène dans ce pays, mais beaucoup. Ce qui veut dire que pour répondre à la question sur la souveraineté, je vous dirais qu'il y a deux éléments ici en Corée du Sud qui sont assez clairs. Numéro un, c'est faire en sorte qu'il y ait des barrières au marché pour l'arrivée d'acteurs étrangers, qu'ils soient japonais, chinois, américains ou européens bien sûr, qui soient à la fois fermes, mais qui soient aussi suffisamment souples pour permettre aux entreprises les plus innovantes, c'est-à-dire celles qui pourraient apporter quelque chose à l'écosystème hydrogène coréen, de pouvoir néanmoins s'implanter. Je vais vous donner un autre exemple aussi de cette barrière au marché, ça va être la question des certifications. Vous avez, admettons, une super innovation et ça peut servir au marché coréen, ok certes. Vous avez donc cette innovation, vous l'avez brevetée chez vous, en France, aux États-Unis, où vous voulez. Pour venir sur le marché coréen, vous allez devoir la faire à nouveau certifier par un organisme gouvernemental. Et cet organisme gouvernemental, c'est pas la PAV, c'est pas BV, c'est pas je sais pas qui. Cet organisme gouvernemental va mettre à poil votre innovation. On va vous demander des questions techniques pour aller jusqu'au bout, de la moelle, de l'os de votre innovation. Et de fait, ce qui va se passer bien sûr, c'est que le cœur de votre innovation va de fait être connu par des agents de l'État, ce qui va permettre derrière, potentiellement, dans une logique là aussi, non pas juste de souveraineté, mais également de développement économique sur du long terme, avec une logique d'intelligence économique d'État, de pouvoir tout simplement mieux comprendre les innovations qui arrivent sur le territoire et de pouvoir gagner du temps, éventuellement, dans une logique, sinon de copie, qui serait illégale,
évidemment dans une logique d'amélioration par des acteurs dans l'écosystème coréen. Vous allez retrouver ensuite, ça va être, on va dire, la première partie, la partie barrière à l'entrée, parce que tout le monde n'est pas prêt à faire ce genre de certification, de laisser connaître ses secrets techniques pour entrer sur un marché, évidemment. C'est pour ça que j'en parle comme une barrière à l'entrée du marché. Mais il y a un deuxième élément qui est la question, bien sûr, des subventions. Et là, sur les subventions, il y a quelque chose qui est très, très, très clair. Et ça va parler très certainement à un certain nombre de gens, évidemment, qui sont avec nous dans la salle. Les subventions de l'État coréen, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau des provinces ou que ce soit au niveau municipal, sont d'abord et avant tout dirigées, fléchées vers les entreprises coréennes. Donc si vous êtes étranger et que là aussi vous voyez que dans votre innovation, je sais pas, sur les isolants métalliques, sur de l'isolation, sur des rectifiers, que sais-je, vous voyez le marché coréen comme un marché intéressant, de fait, vous avez en théorie accès au marché coréen, il n'y a pas de problème, mais évidemment tout sera plus facile, comme en Chine, comme aux États-Unis aussi, si vous travaillez avec des acteurs locaux qui vont jouer ce rôle de, sinon cheval de Troie, en tout cas d'éléments de rentrée. Et quand je parle de subventions, les subventions ici, elles sont massives, et parce qu'elles sont massives, et parce qu'elles sont fléchées de manière interministérielle, et avec une organisation territoriale aussi qui est de plus en plus cohérente au fur et à mesure, non seulement que la Corée du Sud apprend à faire pénétrer l'hydrogène dans l'espace public, mais aussi que la Corée du Sud, au niveau gouvernemental, adapte sa stratégie hydrogène quasiment tous les 2 ans, tous les 18 mois en moyenne, en fait, et bien de fait, la Corée du Sud va être particulièrement agile et ça va avoir des résultats sur le développement de l'industrie de l'hydrogène, comme on le voit par exemple, mais pas uniquement, sur par exemple le lien entre nucléaire et hydrogène, sur le lien par exemple entre hydrogène et mobilité légère, ou plein d'autres choses en lien avec la défense, par exemple, là aussi, que ce soit pour des sous-marins, que ce soit pour les drones ou que sais-je. Donc, on voit maintenant beaucoup de compartiments de l'économie hydrogène sur lesquels l'État a réussi d'une part à donc préserver la capacité tout simplement de coréaniser son économie, et deuxièmement, sur laquelle l'État a su flécher là où il fallait pour essayer de faire en sorte que son industrie puisse en tirer les effets multiplicateurs les plus importants. Alors Miko, vous avez évoqué la Chine, on en a beaucoup parlé ce matin avec le plan quinquennal qui va être publié en mars prochain. Évidemment, c'est le pays de référence aujourd'hui, celui qui va le plus vite. Alors oui, sur la plupart des segments de l'hydrogène, et non, sur 2 segments très importants. Premièrement, le segment de la défense. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le secteur de la défense, par exemple, la Corée du Sud va plus vite que la Chine. Mais on peut penser évidemment, avec tous les investissements militaires que la Chine fait, par ailleurs, en règle générale, indépendamment de l'hydrogène, que la Chine va réparer évidemment ce gap par rapport à la Corée du Sud sur ce volet. Mais au-delà du sujet défense, l'autre sujet important sur lequel la Corée du Sud a aujourd'hui une avance, c'est la mobilité, et en particulier la mobilité semi-lourde et la mobilité légère. Et ce qui est très intéressant, par exemple, c'est de voir la réaction de nos amis chinois qui étaient là aujourd'hui, alors il n'y en avait pas beaucoup, mais qui étaient là sur l'événement en Corée du Sud, par rapport au fait qu'à la fin de cette année 2025, la Corée va atteindre 50 000 véhicules à pile à combustible en circulation sur son territoire, 50 000 tout type de véhicules confondus, mais avec une majorité de véhicules légers et semi-lourds. Là où la Chine avait fixé en 2020, c'est-à-dire au début du précédent plan quinquennal, le 14e, un objectif qu'à la fin du 14e plan quinquennal, c'est-à-dire donc à la fin 2025, il y ait 50 000 véhicules à pile à combustible en circulation en Chine. Eh bien, à la fin de l'année 2025, les Chinois vont avoir à peu près 31 000, peut-être 32 000 maximum véhicules à pile à combustible sur le marché donc à la fin de l'année. Donc ils seront à 60% grosso modo d'exécution de leur stratégie, là où les Coréens n'avaient pas promis 50 000 véhicules en 2025, mais sur un marché beaucoup plus petit avec des moyens beaucoup plus faibles, finalement ils sont arrivés. Et aujourd'hui on peut voir comment en Chine il y a justement donc un branle-bas de combat, c'est-à-dire que au-delà du plan quinquennal sur lequel on peut revenir en détail, où vos intervenants vont revenir, ou dans d'autres tables rondes, il y a au niveau du gouvernement central chinois la volonté de faire un plan de rattrapage pour la mobilité hydrogène, et en particulier mobilité légère, sur la période 2026-2027, donc un plan très concentré, qui se veut justement rattraper l'objectif de 2025 qui n'aura pas été atteint, et rattraper le retard sur la Corée qui, par tête de PIB, par habitant sur le territoire, évidemment, est devenu très important, notamment grâce au lancement de la Nexo 2 de Hyundai.
Merci Miko, on se retrouve tout à l'heure en fin de table ronde. Dans l'immédiat, peut-être une petite réaction de la part de nos amis du panel. L'Asie, ça fait rêver quand on voit tout ce qui s'y passe en matière de production, transport, stockage, l'hydrogène. On commence avec vous, Emmanuel. Faut l'allumer, c'est bon. Oui, alors désolé pour la grimace liée au soleil, mais je suis quand même très heureux d'être là. Comme tu le disais, je suis chez Life. Donc Life est un... Je rappelle juste qui est Life, peut-être. Tu me permets? Un producteur d'hydrogène vert. Producteur et distributeur d'hydrogène vert, société qui est née il y a un peu plus de 5 ans. Producteur, ça veut dire qu'on design et qu'on fait construire nos usines et qu'on les exploite dans la durée. Donc en vue de produire de la molécule tous les jours. Et distributeur, puisqu'on s'est doté d'une flotte de camions pour la transporter, qu'on appelle tube trailer, sous forme gazeuse, jusqu'au point de consommation, donc ils vont être des stations ou des industriels consommateurs. On a une flotte d'à peu près 80 camions pour adresser toute l'Europe, donc c'est un bon début et on continue de s'étendre. Évidemment, on est jaloux de ce qui se passe en Corée. On aimerait y être. Il y a des acteurs, si on prend l'exemple, les derniers mots étaient sur la mobilité légère, il y a des acteurs de la filière qui essayent de développer, y compris le léger, même si on sait que l'usage idéal c'est le lourd. On en sert de ces acteurs. Voilà, on aimerait que ça aille plus vite, mais visiblement, on a peut-être mis trop de barrières, y compris à l'intérieur de l'État, du territoire, qui fait qu'on n'arrive pas à aller aussi vite que la Corée. Benoît, donc le groupe John Cockerill est présent, je crois, déjà en Asie. Tout à fait. Et effectivement, Laurent, l'Asie fait rêver par la taille de son marché, la taille de ses projets hydrogène. Juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, et John Cockerill est donc un fabricant d'électrolyseurs, donc un OEM. Les projets actuels qui sont livrés par John Cockerill en Europe, donc John Cockerill a repris McPhy, comme tu l'as dit tout à l'heure dans ma présentation, ce sont des projets qui sont de l'ordre de la dizaine de mégawatts. Actuellement, McPhy a livré deux projets de 4 mégawatts, un en Autriche, un en Suède. John Cockerill est en train de livrer pour 2026 un projet de 25 mégawatts en Belgique, à côté de Bruges, sur une application mix mobilité industrielle. A hérité aussi d'un projet de McPhy qui est, alors pas en Europe, mais qui est en Guyane française sur une application, donc le projet CEOG, sur une application donc de boucle locale, de production d'électricité locale de 16 MW. Et puis en 2027, John Cockerill va livrer un projet aux Pays-Bas de 40 MW, projet qui s'appelle Alligator et qui sera à côté de Rotterdam. Mais à côté de ça, et là je ne parle que des projets qui ont passé la Final Investment Decision, la FID, donc des projets qui ont été vraiment financés et lancés. À côté de ça, John Cockerill est en train de livrer pour plutôt 2027 un très gros projet en Inde de 640 MW sur le site de Kakinada, et c'est une application de fabrication d'ammoniac décarboné. Donc vous voyez l'ordre de grandeur qui est juste un facteur 10 différent entre l'Asie et l'Europe. Ça fait rêver, c'est clair. Si on parle du côté européen, parce qu'à chaque fois, évidemment, il faut comparer ce qui se passe en Europe, on va parler du financement, et il y a des choses très intéressantes, Emmanuel Perdrizet, qui se déroulent en Grande-Bretagne, dont on devrait peut-être s'inspirer ici. Oui, alors, effectivement, on commence par l'Angleterre. Mais c'est une parenthèse avant qu'on se ressente sur notre territoire, évidemment. On est une filière en développement. Et donc un des maîtres mots pour tous les acteurs à tous les niveaux de la chaîne, ça va être l'agilité et de savoir aller chercher les opportunités de développement et de succès là où elles sont. Alors, si on parle à l'échelle européenne, c'est assez inégal. Les mécanismes pour atteindre ces succès ne sont pas les mêmes partout et ne sont pas les mêmes tout le temps. La France avait démarré très fort et très bien, et puis on sent que ça ralentit un peu sur les soutiens. Du coup, on a du mal à trouver un accord avec ce que peuvent payer les consommateurs et ce que peut offrir le producteur.
Il se trouve qu'il y a quelques systèmes sympas et qui fonctionnent, notamment donc, au UK, avec un mécanisme basé sur un contrat de différence, c'est-à-dire que l'État va subventionner l'écart entre le prix de production de l'hydrogène et le prix du gaz naturel. Pendant un temps long, ça veut dire que si vous êtes développeur de projet, si vous êtes producteur, vous allez pouvoir monter une usine, aller voir un banquier et lui dire « j'ai un prix fixe, quasi fixe, sur 15 ou 20 ans, garanti par l'État anglais, auprès d'un industriel qui signe du coup, et qui peut s'engager lui aussi puisque le prix est fixe. » Et ça permet de sortir l'usine et d'engager la production. Alors, il n'y en aura pas des milliers, il y a un système d'enchères et de lauréats, mais c'est clair que ça permet à des acteurs de saisir ces opportunités et de sortir des usines. Et ça n'existe pas en France. Alors, il y a d'autres mécanismes, mais qui sont un peu moins incitatifs ou qui rendent la chose plus compliquée. Alors je parle sous le contrôle de Philippe Boucly, mais on nous avait promis, je crois, une enveloppe de 4 milliards pour la production d'hydrogène décarboné. Je ne sais pas comment ils vont être attribués. Ça va venir. Bon, France Hydrogène y travaille. Enfin, en tout cas, j'imagine que du côté des nouveaux venus français, enfin, je pense notamment à vous, chez Gen E, naturellement, c'est un soutien qui est important. Oui, c'est un soutien très important. Ce soutien-là, on en a eu déjà une partie par l'intermédiaire de l'IPCEI, dont on a eu la notification il y a à peu près 1 an, et les subventions il y a à peu près 6 mois. Et avec donc ces subventions-là, on est en train d'accélérer notre développement sur toute la partie innovation et sur tout ce qui est mature, toute la partie développement et industrialisation. Et donc, fin de cette année, on est sur la pré-industrialisation, et puis au fur et à mesure de l'année 2026, on va mettre en place les lignes industrielles de fabrication de membranes déposées. Très bien. Côté financement, il y a aussi quelque chose que vous avez fait chez Life, et ça pourrait peut-être donner des idées à d'autres, mais vous avez plusieurs formes de financement. Il y a des prêts, des garanties, ça se fait avec des banques et des investisseurs, mais il y a aussi le financement citoyen, participatif. Alors, sans passer 1 heure sur le financement, et pour venir au participatif, Life reste une PME française, et aujourd'hui on ne finance pas les projets avec nos lignes de trésorerie, malheureusement. Donc on va lever des fonds pour financer les projets. On peut distinguer 2 phases quand même dans ce que c'est que financer un projet. La phase de développement, on va faire toutes les études préalables à la construction de l'usine, sur le terrain, le permitting, l'environnement, les choix techniques, l'architecture, etc. Jusqu'à, on a évoqué tout à l'heure la FID, la décision d'y aller et de produire. Donc ces phases-là, pour des petits projets, qu'est-ce qu'on a fait au départ, de 1 à 5, voire 10 mégawatts, ces phases de développement, elles se financent assez facilement, elles sont peu coûteuses, ou elles peuvent se financer sur les premières levées de fonds qui sont réalisées. Quand on passe sur des projets à 100 mégawatts ou plus, ça devient plus compliqué, puisque vous êtes obligé d'aller voir des banquiers pour demander de l'argent pour financer ces études qui sont coûteuses, mais qui sont risquées, puisque vous n'avez pas encore décidé de construire l'usine, parce que vous n'avez pas encore signé le contrat avec l'acheteur. Et donc là, c'est plus compliqué. Ce qui est important, c'est de rassurer tout le monde. Donc, un des trucs qui rassure les investisseurs, c'est d'avoir des couples de financement public et privé. Si le public y va, le privé est rassuré. Il est plus enclin d'y aller. Une autre chose qu'on a fait, que ce soit d'ailleurs post-FID ou pré-FID dans le développement, c'est créer des grappes de projets. Alors pour ça, il faut déjà en avoir quelques-uns. Et du coup, atteindre des investisseurs qui, c'est étonnant, mais il y a des investisseurs qui mettent pas moins que X millions. Qui ne veulent pas des faire des petits chèques. Et donc faire des grappes. Vous pouvez lancer un appel face au public s'ils ont envie de même des petites sommes ou des millions, c'est possible. Et donc regrouper des projets, et ça c'est une des choses qu'on a faites qui était un succès, regrouper des projets en grappes de projets et pour aller chercher du financement, c'est des choses possibles on l'a fait cette année pour 60 millions d'euros. Et puis on est dans des projets de décarbonation, ne l'oublions pas, sujets qui peuvent être chers aux citoyens français. Dans les ENR, il se pratique le financement participatif, c'est-à-dire que chaque citoyen peut décider d'aller
contribuer au financement d'une usine ou de plusieurs usines. Et c'est ce qu'on a fait. Là-dessus, on a levé que 2 millions. Alors, que 2 millions pour des usines, c'est pas beaucoup. Mais ça permet à tout à chacun de prendre part à cette démarche de développement de l'hydrogène et de décarbonation de nos activités. Alors, on va en venir aux aspects de souveraineté. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part la nécessité d'avoir une filière forte face à la menace chinoise. Ça a été évoqué ce matin en conférence de presse et en plénière d'ouverture. Et puis, il y a le côté tension sur les matériaux et les alternatives qu'on peut trouver. Du côté des deux fabricants d'électrolyseurs que vous êtes, John Cockerill et puis GenE, Benoît Barrière, c'est important qu'il y ait une filière forte en Europe. Oui, bien sûr, parce qu'il y a une forte concurrence en Asie, notamment en Chine. L'ordre de grandeur, c'est à peu près une centaine de fabricants d'électrolyseurs en Chine, ce qui est juste énorme. Ils se font une concurrence exacerbée, donc actuellement, l'ensemble de la filière perd énormément d'argent. Ils sont tous, entre guillemets, à genoux devant la concurrence qu'ils se font. Mais à un moment ou un autre, ces faibles prix vont venir dans d'autres zones du monde. Pour vous donner un ordre de grandeur, un électrolyseur chinois coûte aujourd'hui entre 600 et 1200 euros le kilowatt, ou 600 à 1200 kilo-euros le mégawatt. Là où les électrolyseurs européens sont plutôt entre 2000 et 2500. Alors, c'est peut-être contre-intuitif, mais lorsque on achète un électrolyseur chinois pour l'implanter dans une autre zone, il ne va pas être payé à ce prix entre 600 et 1200. Parce que mettre en place un électrolyseur, ce n'est pas uniquement le matériel, c'est également la mise en conformité avec toutes les règles de conformité du lieu, du pays, de la zone dans laquelle ça s'implante. Et on a entendu tout à l'heure Mika nous dire comment ça se passait en Corée. Mais également faire venir l'électrolyseur, et donc ce sont quand même des coûts de transport, de logistique. Et enfin, de faire toutes les études d'implantation. Et ça, ce sont des ingénieurs locaux du pays dans les coûts locaux. Donc, actuellement, des électrolyseurs chinois en Europe reviennent moins cher que des électrolyseurs européens, un peu moins cher, pas encore franchement moins cher, mais malgré tout, ça appelle à une réaction de l'ensemble de la filière pour construire une filière forte. Et pour ça, pour moi, l'Europe a quelques atouts, et on peut en discuter dans le panel, mais j'en vois personnellement déjà deux. Le premier, c'est grâce à tout le tissu des universités, des instituts de recherche qui sont en Europe, donc de pouvoir développer quand même des technologies qui sont plutôt en avance par rapport à celles qui sont en Asie. Et j'en tiens pour preuve que McPhy avait quand même réussi l'exploit de vendre sa technologie au groupe indien, au conglomérat indien Larsen & Toubro, quelque chose qui avait été publié, donc c'est absolument pas du tout un secret. Le groupe Larsen & Toubro, c'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1 milliard de bénéfices par an. Donc nous, start-up, nous avions réussi à vendre notre technologie. On l'a fait non seulement une fois sur, entre guillemets, la vieille technologie, mais également sur la nouvelle technologie à ce conglomérat indien. Donc oui, il y a probablement une avance technologique côté Europe sur laquelle il faut capitaliser. Et enfin, en Europe, il y a pour moi des règles qui sont claires. Des ETS, il y a bientôt le mécanisme de carbone aux frontières, il y a un marché du carbone qui marche, il y a des règles européennes globalement communes, donc il y a quand même une certaine prévisibilité pour les marchés, là où en Asie on est encore pays par pays. Donc capitalisons là-dessus. Sur le même thème, Xavier, donc soutien de l'Europe, mais aussi soutien en France et pourquoi pas même jusqu'au niveau des régions. Alors moi je ne vais pas vous parler de chiffres, moi je vais vous parler plutôt de démarche. On est bien conscient tous qu'avec la crise sanitaire, avec la guerre en Ukraine, avec les problèmes d'approvisionnement et toutes les démarches protectionnistes qu'il y a nécessairement à revoir la dimension de notre souveraineté. Et là, il faut faire appel à deux démarches, sous-démarches, qui est une lucidité et un pragmatisme.
lucidité parce que on est bien conscient, et ce qu'a dit mon voisin de gauche, on est bien conscient que vis-à-vis de la Chine, sur un certain nombre de produits, et même des produits qu'on peut qualifier à faible valeur ajoutée, on n'est pas compétitif. Il faut le dire, il faut accepter cette situation. Il ne faut pas aller vers des combats perdus. Donc, il faut se dire la chose suivante, regardons nos forces et nos faiblesses. Et reprenons le dossier Draghi, donc le rapport Draghi de septembre 2024. Ce rapport Draghi, il dit bien qu'il faut regarder ce qu'il y a autour de nous, et notamment en Chine, voir ce que la Chine sait faire, et conserver nous, mais là vraiment conserver et développer toute la partie innovation chez nous, pour conserver véritablement le know-how, toute la partie brevet, pour que derrière, on puisse travailler des solutions technico-économiques les plus intéressantes. Et puis après, la sous-démarche, c'est le pragmatisme. Et là, voilà, il faut choisir nos combats. Et choisir nos combats, il faut le faire de manière fédérative. Et c'est là où, c'est un sujet qu'on avait évoqué, c'est là où la région, que je remercie parce qu'on ne serait pas là si la région et puis les autres autorités administratives et politiques d'ici ne nous avaient pas aidés, c'est la région qui doit être pour moi un élément moteur dans cette démarche de choisir, de vraiment choisir les combats avec toutes les potentialités, tous les acteurs industriels de l'écosystème hydrogène de la région. Merci. Un mot sur la technologie, puisqu'elle est particulière. Vous n'êtes pas très nombreux à faire ça. Ah oui. Membrane à échange d'anions. Alors, oui, effectivement, nous, on a développé et au niveau de l'usine, on fabrique des membranes déposées, sans terres rares, avec une haute performance. Et aussi avec la capacité, puisque c'est de l'AEM, avec une capacité de réactivité très intéressante vis-à-vis des énergies renouvelables intermittentes. C'est-à-dire qu'on a une quasi-réactivité à l'arrivée de vent et de soleil. Voilà. Merci. Emmanuel Perdrizet, petit mot rapide. En tant que producteur, vous faites appel aussi à des électrolyseurs, forcément. Oui. Pragmatisme, clairement. Aujourd'hui, Life a 3 usines qui tournent et 3 en construction. C'est beaucoup trop peu pour qu'on puisse se permettre d'avoir du matériel qui ne marche pas ou qui ne soit pas fiable. Et donc, c'est ce qu'on est allé chercher. Alors évidemment, on a des processus de sélection avant de les installer. On scrute le marché, les solutions, mais au moment où on montera l'usine, on mettra quelque chose qui marche. On a commencé avec 2 nationalités pour les électrolyseurs. Une qui est norvégienne, je crois. Voilà, et des Américains. Aujourd'hui, clairement, on a enregistré dans nos côté R&D et côté pré-projet des fabricants et des constructeurs européens. On aura toujours la préférence nationale, évidemment, mais rappelons-nous qu'il nous faut du matériel, et ce n'est pas valable que pour l'électrolyseur, il faut du matériel qui fonctionne, et même pas que pris indépendamment, parce qu'après, quand ils sont tous imbriqués les uns avec les autres, il ne faut pas juste l'électrolyseur, il faut le purificateur, de l'eau, du gaz, le compresseur. Il y aura toujours d'autres choses pour venir vous embêter. Donc, choisissons bien nos modules, idéalement européens, et on n'a pas mis de chinois, je rassure. Très bien, bonne nouvelle. Très court, Xavier. Oui, très court. Je voulais parler de la standardisation. Et ça, c'est vraiment important si on arrive il y a la fédération, mais il y a aussi la standardisation de nos équipements. Si on arrive à se mettre d'accord sur la standardisation d'un certain nombre de nos équipements, on pourra les optimiser technico-économiquement. Et ça, c'est un élément fondamental dans notre souveraineté. Merci. On va à présent écouter Jean-Patrick Courceau de Clean. Votre société est basée à Besançon. Alors, pour bien comprendre ce que vous faites, parce qu'il y a 2 choses. Il y a une pile à combustible, effectivement, qui, là aussi, n'utilise pas de matériaux sous forte tension. Mais il y a un procédé pour fabriquer de l'hydrogène. Alors j'aimerais qu'on mette la slide, justement la première slide de Clean, et vous allez nous expliquer très concrètement en quoi consiste votre innovation. La slide va arriver. Bon, je vais devancer la slide alors. Donc effectivement, nous,
proposons une solution un peu unique qui est basée sur l'association d'une pile à combustible, comme vous l'avez dit, qui est à la fois compacte, vertueuse et durable, qu'on va associer à une fourniture d'hydrogène in situ. Donc comment ça fonctionne? La pile à combustible elle-même est fabriquée avec des cellules dont on maîtrise vraiment le cœur, à savoir les membranes, comme Xavier. Des membranes qu'on fait nous-mêmes, qui sont sans PFAS. On a une version qui est protonique. Ça résonne par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où là on est obligé d'utiliser des éléments platine. Et puis on a une membrane toujours sans PFAS, mais qui elle fonctionne en mode anionique cette fois-ci pour des piles à combustible, et qui permet d'utiliser des éléments beaucoup plus souverains et beaucoup plus courants dans le monde, comme le nickel. Voilà. Et donc on va associer à cette pile-là une source d'hydrogène in situ, qui se présente sous forme de cartouche, dans laquelle on a une poudre qui va réagir avec de l'eau pour amener de l'hydrogène à la pile. Le gros avantage, c'est que grâce à ce système-là, qui n'est pas un stockage, qui est justement une génération d'hydrogène, on va alimenter en quantité assez énorme d'hydrogène la pile. Avec 30 centilitres, on est capable de faire 1 kWh en électricité. Ce qui veut dire qu'on va, plein d'avantages à ça, on va déjà éviter, se soustraire au problème de la poule et de l'œuf qu'on a dans l'hydrogène avec les infrastructures de production, transport, stockage, distribution et les usages, puisqu'on a ce consommable-là qui est immédiat et qui va ensuite, en tant que coproduit, je ne l'ai pas dit, mais va servir de fertilisant. Mais on va également permettre de faire naître cette génération de piles hydrogène dans laquelle on a tout ce que Xavier a dit tout à l'heure, à savoir la souveraineté, la possibilité de faire générer toute une filière avec en amont la fabrication de la poudre et en aval la génération de fertilisants et la génération d'énergie entre les deux. Donc quand vous avez parlé souveraineté, mon oreille s'est dressée parce qu'on est vraiment sur cet aspect-là où on se dit qu'il y a quelque chose à faire entre la batterie qui a été complètement possédée par les Chinois maintenant, l'hydrogène classique qui a du mal à venir en France et dont on sait qu'en Asie, comme l'a dit Miko tout à l'heure, on sait que c'est en train de prospérer et pas seulement sur la mobilité lourde. J'ai beaucoup aimé son commentaire là-dessus. Voilà, nous on se positionne comme une troisième voie capable de faire naître une véritable filière souveraine aux côtés de nos acteurs, nos collègues ici du tour de table, et faire naître une filière souveraine en France et en Europe. Juste pour décrypter, donc on comprend bien que c'est la pile en dessous et que c'est une espèce de cube but à gaz, si on reprend l'image. Ouais, on parle de Nespresso aussi, Nespresso de l'électricité. Ou Nespresso de l'hydrogène. On met de l'eau et en fait l'hydrogène se libère. La substance active, donc c'est une poudre qui effectivement libère de l'hydrogène au contact de l'eau. En fait, elle va casser la molécule d'eau, libérer l'hydrogène en quantité assez importante vers la pile à combustible, et ensuite on va se resservir de l'eau que génère la pile en faisant de l'électricité pour revenir en contact de la source. Ouais. Ok, donc avec un côté circulaire, et donc cette cartouche Nespresso, on va chez Nespresso pour en chercher aussi. Ouais, Nespresso, ils seront peut-être un peu limités sur le sujet, mais l'idée c'est que là pour l'instant on est en phase de croissance et donc on a des accords de gré à gré avec nos clients qui achètent une pile mais également des cartouches dans un certain nombre par an. Mais ensuite, l'idée, c'est bien d'en faire un bien de consommation publique et de trouver ces cartouches dans les supermarchés, dans les ports, dans les stations essence. Et donc, l'idée, c'est évidemment de nourrir des partenariats avec des gros distributeurs existants qui ont déjà ce maillage de territoire et d'avoir à leur pied des collectes pour venir fertiliser un engrais et remettre la cartouche en circulation. Donc, il y a tout un écosystème autour. C'est pas seulement un produit, quoi. C'est une véritable filière autour qui va s'articuler. Merci. Je propose qu'on parle à présent de rendement, parce que le thème de cette table ronde, c'est produire plus, c'est produire mieux, donc de façon plus efficiente. On va commencer par vous, Benoît Barrière, et on va juste voir votre slide unique. Donc votre rôle, c'est de rapprocher finalement ce qui avait été fait chez McPhy et ce qui est fait aussi chez John Cockerill. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'état de l'art à l'instant T? Alors déjà, je vais présenter John Cockerill pour ceux qui ne le connaîtraient pas. John Cockerill est un groupe belge à capitaux privés, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 5 branches, avec un très fort ancrage de par son histoire en Wallonie et dans l'est de la France. Et notamment avec une usine qui est en Alsace, qui est à Aspach, donc qui était bien complémentaire avec l'usine de McPhy qui est ici à Belfort, ou plus exactement à Fousmagne. Dans les 5 branches, il y a une branche, donc hydrogène vert, qui est sur la technologie alcaline pressurisée.
Et lorsque McPhy cherchait effectivement un repreneur par manque de cash, nous étions aussi sur la technologie alcaline pressurisée et le rapprochement entre la proximité de nos usines, la proximité de nos technologies était assez évidente. Donc voilà, on espère comme cela construire un champion européen. Alors il y a d'autres sociétés en face, hein. On a évidemment ThyssenKrupp, Nucera, on a Nel, on a Siemens Energy, juste pour en citer quelques-uns. Mais je pense qu'il y a quand même les germes d'un champion européen qui pourra capitaliser sur les atouts de John Cockerill. Les atouts de John Cockerill, c'est un très gros carnet de commandes. Je vous ai mentionné tout à l'heure le projet en Inde de Kakinada, 650 MW. Mais au global, John Cockerill a plus de 750 MW de projets engagés après la FID. Et un très grand nombre d'autres projets avant la FID, donc dans ce qu'on appelle l'ingénierie voilà, Front-End Engineering Design, FED. Voilà, donc c'est le premier atout qui est ce carnet de commandes. Le deuxième atout qui est l'extension géographique. John Cockerill, sur l'hydrogène, a une joint venture en Inde, a une joint venture en Chine et a une implantation aux États-Unis. Et ces atouts vont être renforcés par ce que McPhy amène, c'est-à-dire une complémentarité dans les équipes, une optimisation des schémas industriels entre notamment les deux usines françaises plus les usines belges dans l'hydrogène, et de prendre le meilleur des deux technologies. Donc ça c'est la mission qui m'incombe. Et donc on la met en avant. Et donc la slide que je souhaitais vous montrer vous montre simplement là où nous en sommes dans notre usine de Belfort, parce que donc concrètement, nous allons continuer la technologie que nous avions développée chez McPhy, le design que nous avions développé, mais nous allons intégrer des éléments de technologie de John Cockerill, et on va pouvoir comme ça servir tous les marchés mondiaux qui sont ouverts par John Cockerill. Donc vous avez ici la chaîne d'assemblage de notre futur stack de 5 MW qui combinera les deux technologies dans l'usine de Fußmail, dont la directrice se trouve ici, Marie Zentag, qui vient de se montrer. Je vous invite à la rencontrer. Donc c'est un projet de long terme qui continue, qui s'ancre dans le territoire de Belfort et qui va nous permettre de déployer deux éléments de différenciation qui avaient été donc conçus par McPhy. Le premier, c'est d'utiliser des cadres, c'est ce qui forme l'ossature de l'électrolyseur, qui sont en polymère et non pas en métal comme l'essentiel de la profession. Et ça a tout un tas d'avantages d'avoir ces cadres en polymère, entre autres parce que c'est plus léger, mais aussi parce que ça garde mieux la chaleur et ça permet, entre autres choses, de mieux suivre les signaux de charge qui sont fluctuants. Mais le deuxième, c'est de faire un assemblage non pas vertical comme cela a toujours été fait jusqu'à maintenant, d'où le nom d'ailleurs des stacks, parce qu'on empilait, le mot stack en anglais, mais là on va empiler de manière horizontale. Et la ligne d'assemblage dont vous voyez la photo ici sur la gauche du slide, c'est cette ligne qui est actuellement en place et sur laquelle nous allons produire le premier prototype au mois de janvier et de février. Donc voilà, à nous de montrer maintenant que ça marche et de transformer cette usine en ce que nous l'avons voulu depuis le départ, c'est-à-dire une gigafactory capable de produire 200 stacks de 5 MW par an, donc 1 gigawatt de capacité par an. Merci Benoît. On va parler des tests qui ont été faits chez GenE, parce qu'il y a eu des tests récemment opérés en Chine, je crois, avec des résultats plutôt encourageants. Oui, c'est exact. Alors, on n'en est pas au niveau de développement de John Cockerill McPhy. Hein. Nous, on en est au niveau de la pré-industrialisation et après les essais qu'on avait fait à l'école des mines de Paris en 2022 et qui nous avaient donné de très bons résultats, on a souhaité en quelque sorte internationaliser par opportunité, hein, avec une occasion qui se présentait. On a voulu donc internationaliser nos essais. On a fait donc des essais à l'université de Shandong, pas loin de Pékin, entre Pékin et Shanghai, et qui nous ont donné des très bons résultats, et notamment le fait que
notre membrane a le crossover le plus faible lorsqu'on la compare avec les autres membranes. Voilà, donc ça nous conforte dans notre démarche de développement et notamment de développement à partir d'ici. Il faut être très très clair. À partir d'ici, on a un pôle d'innovation qui sera référence ici, voilà, tout à côté de Belfort, du côté de Montbéliard, pour développer la partie innovation avec tout ce qu'on a donné dans le cadre de l'IPCEI. Dans l'IPCEI, on a un programme concernant la membrane, donc l'optimisation de la membrane, concernant aussi l'optimisation des membranes, l'optimisation du stack et l'optimisation des systèmes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc il s'en passe des choses quand même ici, sur ce territoire. Toujours à propos de rendement, on sait que voilà, depuis quelques années maintenant chez Life, donc vous faites de l'électrolyse, mais quand on fait ça en mer, avec des éoliennes offshore, eh bien ça marche encore mieux. Oui, alors juste avant de répondre sur l'offshore, pour parler du rendement et de la vision qu'on peut en avoir aussi chez nous, bien sûr qu'il faut des électrolyseurs avec un bon rendement, qui soient efficaces. Mais nous, l'électrolyseur n'est qu'une partie de l'usine. C'est le cœur de l'usine, mais c'est qu'une partie. Et donc on voit le rendement comme est-ce que mon usine produit de l'hydrogène pendant quasiment 8700 heures par an, c'est-à-dire toute l'année. Et il faut arriver à faire ça avec un électrolyseur qui soit efficace, mais il faut arriver à faire ce que je viens de décrire. Et ça veut dire qu'il faut regarder le rendement de l'installation complète. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on avait 3 sites qui tournaient, 3 en construction. Ce sont, sauf le premier, des répliques les uns les autres. Une des manières d'avoir un bon rendement in fine de production d'hydrogène pour le servir au bon prix aux consommateurs, c'est d'avoir amélioré l'efficacité de l'usine dans son ensemble et donc d'avoir fait des copies de ces usines. Ça, c'est hyper important. Et on peut même étendre tout ça plus loin dans la chaîne, c'est-à-dire les usines ont 1000 raisons de tomber en panne. Si j'ai un bon système pour les réparer, si j'ai des techniciens qui sont bien positionnés sur le territoire, qui peuvent intervenir en moins de X heures, alors j'ai une organisation qui améliore le rendement. Et puis, comme je le disais, on transporte l'hydrogène avec des camions. Si on augmente le rendement des camions, peut-être en passant par du transport à 500 bars, par exemple, c'est des choses qui sont évoquées dans la filière, on va augmenter le rendement économique, c'est-à-dire on transportera plus dans un seul camion et ce sera plus efficace économiquement pour tout le monde. Donc nous, on a cette vision complète de prod et distrib quand on parle de rendement. Et donc on y travaille efficacement avec le retour d'expérience et en essayant de standardiser. On avait lâché le mot tout à l'heure. Et alors oui, on a eu très tôt dans la cible chez Life l'idée d'aller en mer, parce qu'en mer, les éoliennes sont 2 fois plus efficaces qu'à terre. On passe de 30 à 60% si je raccourcis les niveaux d'efficacité de production électrique. On n'aura pas de sujet de foncier. En théorie, on a toute la place qu'il faut en mer. On aura assez peu de sujets sur le prélèvement d'eau. Donc on sait que le maritime... Il faut juste pas croiser de pétroliers fantômes, on sait jamais. Effectivement, il faudra mettre les bonnes loupiottes pour en prévenir. Et on a fait une première chez Life en 2022. On a créé une bouée qui doit faire dans les 15 mètres de diamètre. Enfin, on l'a louée et on a monté un électrolyseur dessus parce que ça reste notre cible d'aller produire en mer pour ces raisons d'efficacité. Et donc on a mis un premier pied dans cette voie-là. Après, je reviens, on est pragmatique. C'était 1 mégawatt. Il faut qu'on apprenne à faire plus à terre, 50, 100 mégawatts, avant d'aller proposer une méga usine en mer. Voilà. On en vient à la dernière partie de cette discussion sur les usages de l'hydrogène décarboné. On va en parler d'abord avec vous, Jean-Patrick Corseau, et on va à nouveau voir une slide pour commencer, car effectivement, vous avez des applications possibles dans la mobilité. Oui, absolument. Bon, c'est intéressant parce que je crois qu'il y a un slide juste avant aussi. En fait, on touche la mobilité et également le stationnaire. Donc les slides qui sont là représentent les deux. Quand on parle de mobilité, on est, et là j'approuvais vraiment ce que disait Miko tout à l'heure, nous on touche, grâce à notre technologie, on change un petit peu de l'état de l'art de l'hydrogène et on est capable d'aller toucher la mobilité légère.
alors que comme vous le savez, jusqu'à maintenant, on parle de mobilité lourde et intensive en Europe. Voilà. Et donc, cette mobilité légère, c'est quoi? C'est des scooters, c'est des microcars, c'est des chariots élévateurs, il y a plein de choses, des bateaux également. Donc beaucoup de choses qu'on peut faire grâce à cette technologie-là. Vous avez l'illustration aussi d'un microcar dont on peut voir qu'avec 2 cartouches de 6 kg, donc, qui sont portables, manutentionnables manuellement, on est capable de faire 400 km. Donc c'est pour illustrer les capacités d'autonomie qu'on peut avoir avec des faibles volumes et ce que cette technologie permet finalement. Là, en l'occurrence, il y a 10 kW de piles, donc la boîte pile à combustible est bien représentée, mais en gros, on parle d'une quinzaine de kilos qui viennent s'ajouter aux 12 kilos de la pile, des cartouches, pardon. Donc voilà, ça vient complètement déverrouiller des clés qu'on croyait jusqu'à maintenant avec la batterie électrique. On se croyait un peu à la limite parce qu'on voit des batteries qui font 500-600 kilos sur des voitures et qui viennent donc pénaliser l'usage. On a également la partie recharge qui est un peu pénalisante aussi dans les batteries, mais là, la recharge, c'est un consommable que vous achetez partout, donc il n'y a pas cette limite-là à la recharge. Donc on pense effectivement que ça peut déverrouiller pas mal de pans d'usage, dont la mobilité et également le stationnaire. Si on peut montrer vite fait le stationnaire, c'est le slide d'après. On est capable, grâce à notre technologie 2 en 1, de différencier les deux choses, contrairement à la batterie. On est capable soit d'augmenter la puissance pour une autonomie raisonnable, soit au contraire de dire j'ai pas besoin de beaucoup de puissance, par contre je vais maximiser la partie énergie. Et ça, on est capable de le faire pour des générateurs de secours, pour des télécoms également non connectés au réseau, pour du range extender. Donc il y a énormément d'usages grâce à cette techno-là. Pour l'instant sur 10 kW, et on a du plus petit encore. Et également sur des plus grosses puissances, on est en train de travailler avec des équipementiers automobiles pour du plus gros. Voilà. Et peut-être de l'aérien que des drones. Et l'aérien aussi, les drones en font partie. Là, il y a d'autres sujets, notamment de réglementation aéronautique. Donc il y a encore d'autres complications qui viennent s'ajouter, mais ça fait partie du sujet, effectivement. Voyons du côté des fabricants d'électrolyseurs sur les applications justement chez John Cockerill Hydrogen. Alors chez John Cockerill, ce que l'on voit dans les appels d'offres auxquels on répond, c'est beaucoup d'applications industrielles. C'est essentiellement de l'industriel, c'est ça qui va tirer les gros volumes. Alors il faut aussi dire que nous, John Cockerill, nous nous focalisons sur ce segment-là, c'est-à-dire les appels d'offres de très gros volumes. C'est par exemple de la fabrication d'ammoniac décarboné, de méthanol décarboné, ou tous les carburants, les ISAF, donc les Sustainable Aviation Fuels, qui commencent à générer des projets. Mais aujourd'hui, on voit essentiellement des projets liés à l'ammoniac, parce que l'ammoniac peut à la fois être une filière industrielle, qui ensuite permet de fabriquer tout un tas de produits, c'est toute la chimie de l'azote, mais également être transporté à travers les continents et être soit reconverti en hydrogène et en électricité, soit servir carrément de carburant, par exemple pour des navires. Voilà. Mais on voit ces très gros projets essentiellement sur ces applications industrielles et dans des zones où, ne nous mentons pas, l'hydrogène vert va surtout se développer là où l'électricité verte ne sera pas chère du tout. Côté Gen E, vous avez que le son. Alors, Benoît a dit pas mal de choses. Hein. Moi, je vais rajouter la partie agricole avec cette technologie de méthanation qui complète la méthanisation. Ça, c'est un élément important et qui peut se développer assez rapidement. Et là, on a des contacts. Il y a aussi, Benoît l'a dit, il y a la partie donc industrielle. Et là, on est plus en contact avec des fabricants sidérurgiques pour le process. Donc, injection d'hydrogène dans le process. Et puis, moi, ce que je voulais focaliser, c'est sur le fait que aujourd'hui, notre technologie, elle permet dans l'énergie, donc dans la partie énergétique, récupérer le maximum d'énergie venant du solaire ou de l'éolien, avec cette quasi immédiate réactivité de notre système. Voilà ce que je pouvais dire en complément de Benoît sur ce qu'on sait faire. Merci. Et chez Life, Emmanuel Perdrizet, donc on a à la fois de l'industrie et de la mobilité, bien sûr. Oui, enfin, la première chose à dire sur ces cibles, c'est qu'elles sont mouvantes dans le temps, en fonction de l'évolution de la filière,
de ces acteurs des mécanismes de soutien. Au début, la cible c'était les camions et l'objectif pour Life était de servir les stations-service qui alimenteraient ces camions. Et puis ça a été la mobilité des agglomérations parce qu'elles sont arrivées plus vite, plus fort. Celles qui ont franchi le pas d'ailleurs ne doivent pas s'arrêter. Il ne faut pas baisser les bras. Et puis on a toujours en ligne de mire ce qui a été dit, c'est-à-dire évidemment l'industrie. L'industrie, ça peut être difficile du fait du contexte même des produits dans lesquels ces industries évoluent. Vous avez de la concurrence, tout le monde n'est pas prêt à payer un premium pour un produit vert de ces industries qu'on cible, métallurgie, verre, sidérurgie, etc. Donc là aussi, il faut aller là où les aides permettent de répondre à cet enjeu économique. Je parlais de l'Angleterre tout à l'heure. Eh ben, on va en Angleterre c'est une cible aujourd'hui pour nous, clairement, avec 2 sites qui sont en préparation, parce que c'est le moment. Et puis le jour où l'État anglais arrêtera cette subvention, eh ben, on ira ailleurs faire de l'industrie équivalente. C'est plutôt de la combustion, en l'occurrence, en ce moment chez eux. Voilà, on s'adapte, on suit la cible là où elle est la plus intéressante. Et ça permet de tenir la barre et de continuer de se développer. En tout cas, en France, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des réseaux de stations que vous fournissez. Je pense à Impulsion, par exemple, ou Isetco. Oui, merci de me rappeler mes clients. Oui, tout à fait. Donc ces stations, elles sont sorties et oui, ça reste des cibles. Voilà, on voit, désolé de pas citer la France, mais l'Allemagne est en train de se développer très très vite sur les stations. Elle va passer devant nous, si elle n'est pas déjà devant nous. Et donc voilà, donc on a des belles histoires et des beaux projets comme Impulsion, effectivement, comme Helico, qui ont avancé. Voilà, continuons, parce que ça reste des cibles pour nous, effectivement, et ça fait avancer notre filière française. Oui, je voulais rajouter un autre usage. Alors, vous avez l'usage énergétique, vous avez l'usage industriel, la mobilité, vous avez l'agricole, mais vous avez aussi l'usage recherche. C'est-à-dire les centres de recherche, labos, et puis toutes les entreprises qui cherchent et qui vont devoir et ont besoin de bancs de test. Et nous, on a développé un banc de test parce qu'on ne trouvait pas sur le marché un banc de test adapté à notre besoin. Et aujourd'hui, depuis décembre, on commercialise un banc de test pour les mini-stacks avec les tests sur les membranes, sur les électrodes, sur toutes les pièces qui constituent un stack, mais minimisé. Voilà, donc c'est un autre usage. Voilà, et la recherche, c'est quelque chose qui parle ici dans ce territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je vais vous proposer un témoignage à présent. Il s'agit de Raphaël Schungen, un consultant bien connu, qui est venu plusieurs fois ici sur ce forum de Belfort. Alors, je l'ai croisé à Monaco cette semaine. Vous allez comprendre pourquoi en voyant le cadre de l'interview. Alors, ce qu'il va vous dire risque peut-être de refroidir un peu, mais en substance, ce qu'il nous dit, c'est que bien qu'il y ait beaucoup d'efforts pour produire en Europe, il va être indispensable d'importer massivement de l'hydrogène. On écoute Raphaël. Si on veut une économie de l'hydrogène en Europe, compte tenu du fait qu'on ne produit qu'à des niveaux très élevés de prix, ce qui n'est pas possible pour les utilisateurs finaux, eh bien on doit se tourner vers les imports. Parce que nous avons plein de sociétés technologiques, que ce soit autour des pipes, autour des stockages, autour des crackers, autour de l'utilisation, dans les domaines industriels, de la mobilité, de la production d'énergie, de la génération de chaleur, qui ont de superbes technologies. Mais ces technologies ne trouveront pas à s'exprimer si on n'a pas de l'hydrogène. Et aujourd'hui, l'hydrogène, pas cher, on peut le trouver, mais ailleurs, et il faut l'importer. C'est un peu malheureux, le cadre réglementaire a renchéri les coûts de production en Europe, nous oblige d'aller dans ces directions, mais il vaut mieux cela que d'avoir de très belles pépites européennes qui ne trouvent pas à s'exprimer sur notre marché européen. Est-ce que l'Europe est en train de décrocher par rapport au reste du monde ? Oui, l'Europe est très clairement en train de décrocher. Nous étions leaders il y a moins d'une dizaine d'années dans une co-compétition avec des Asiatiques et l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, très clairement, la Chine mène la danse avec le Moyen-Orient et l'Inde. Le Brésil est très bien placé aussi. Quant à l'Amérique du Nord, elle est un petit peu dans les choux. Et l'Europe, c'est la même chose. Alors je voyais Philippe Boucly faire un petit peu la moue. Vous voulez dire quelque chose ? Allez, venez là, venez là.
Ouais, je demande. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ne Ça touche à fonctionne. rien. Je demande un droit de réponse, c'est pas possible. On a fait une étude qui a été corroborée par d'autres. C'est vrai, on sera obligé d'importer un jour tellement les quantités sont importantes. Mais cette importation, et on l'a démontré, on l'a écrit, et vous trouvez ça sur le site de France Hydrogène, ça ne sera pas avant 2035-2040. Donc on a le temps de créer une filière industrielle française compétitive, avec des gens comme Génie, avec Clean, avec John Cockerill, avec Life et autres, qui vont développer un savoir-faire industriel, et après ils pourront aller dans des pays où il y a beaucoup de soleil et beaucoup de vent. C'est gentil d'avoir du soleil en Arabie. Une fois que vous avez l'hydrogène, vous en faites quoi? Vous allez faire de l'ammoniac parce que vous allez prendre de l'azote dans l'air. Et après, il va falloir le charger. Bon, ça, le transport, c'est pas trop compliqué. Après, il va falloir le craquer. À chaque fois, vous perdez de l'énergie. Donc, ça se fera, c'est sûr, mais pas avant 2035-2040. Et encore une fois, on a le temps de créer une filière industrielle. Donc, stop à ce genre de déclaration. Allez, vous restez là jusqu'à la fin, Philippe, hein, c'est notre plaisir. Vous avez vu le soleil qui est en face. Bientôt, je pense qu'ils vont faire du rosé ici. Hein, ça va être comme ça. Je propose qu'on retrouve Miko Blujon-Mered, qui nous attend toujours en principe depuis la Corée. J'espère qu'il ne s'est pas endormi parce qu'il doit être vraiment un petit peu tard. Miko, j'imagine que tu as entendu tout ce qui s'est dit, y compris d'ailleurs la déclaration de Raphaël. Quelles sont tes impressions ? Ouais, alors non, je m'endors pas parce que votre débat il est bien mené et passionnant, bravo à vous tous et merci pour vos contributions. Alors, avec un regard de Corée, mais j'étais en Chine hier et j'étais à Oman en début de semaine, donc si vous voulez, avec un regard assez généraliste sur tous les marchés que Raphaël notamment vient de citer, je suis assez d'accord avec Philippe. C'est-à-dire que de fait, on peut pas, et très franchement, on peut pas se laisser aller à ce pessimisme-là. Alors je sais que Raphaël n'est pas pessimiste dans le fond, puisque c'est l'un des premiers à se battre pour justement monter des dossiers d'investissement chez nous. Mais fondamentalement, ce discours-là, il est tout aussi, je pense, délétère que le discours qui consiste à dire, voilà, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Maintenant, je suis plus d'accord avec toi, Philippe, sur un point, c'est sur l'étude de 2023. L'étude de 2023 de France Hydrogène à laquelle Philippe faisait référence, ses conclusions, elles sont ce qu'elles sont, mais le monde hydrogène a beaucoup changé en 2 ans, et cette étude, en 2026, avec France Hydrogène, il faudra qu'on la refasse. Pourquoi ? Parce que, pour le coup, le débat sur la question de combien d'hydrogène on va importer ou combien d'hydrogène on va produire, pour moi, aujourd'hui est un débat dépassé par rapport à tout ce que j'ai pu voir dans ma quarantaine de terrains dans le monde entier cette année. La plupart des pays, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit les pays du sud global en règle générale, donc la plupart des pays non OCDE, aujourd'hui, dans l'hydrogène, disent la chose suivante. Nous, on veut faire de l'hydrogène, mais comme l'a très bien dit Philippe, quand une fois que j'ai fait de l'hydrogène en Arabie ou je sais pas où, qu'est-ce que j'en fais ? Eh bien, ces pays disent, je veux la transformer, cet hydrogène, en valeur ajoutée chez moi. C'est le principe évidemment donc de la valeur pays, du in-country value. Et cette question de la in-country value, aujourd'hui, elle est au cœur de la stratégie de l'ensemble des États du Sud global qui soit actualisent leur stratégie hydrogène en 2025, soit viennent d'en publier une, ça c'est le premier élément. Deuxièmement, elle est également au cœur de la stratégie des grandes banques de développement internationales et des grandes agences de développement internationales. Vous pouvez penser à la Banque mondiale, vous pouvez penser à la Banque européenne d'investissement ou la Banque européenne de reconstruction et de développement, vous pouvez penser à la Banque asiatique de développement, etc., etc. Bref, quand vous regardez les doctrines d'investissement hydrogène de ces acteurs-là aujourd'hui, la doctrine elle est très claire, c'est on investit dans une logique de justice climatique et de justice énergétique avec un rebasculement de la valeur nord-sud. Et dans ce contexte-là, où est-ce que l'hydrogène intervient ? L'hydrogène intervient au moment où, en fait, il faut, dans ce fameux sud global, comme on l'appelle improprement, produire de la valeur ajoutée pour électrifier, créer des emplois, pour amener de l'eau, etc., etc., etc. Et donc, dans ce contexte, ce que des pays comme la Colombie, Oman, l'Arabie Saoudite, l'Inde, l'Indonésie, j'en passe et des meilleurs, bien sûr, disent aujourd'hui, c'est, mais en fait, en Europe, on ne compte plus vraiment exporter de l'hydrogène. On compte exporter des produits semi-finis, on compte exporter des plaques d'acier, on compte exporter des voitures, pourquoi pas à terme, on compte exporter des fertilisants qu'on aura produits chez nous en ayant transformé l'hydrogène en ammoniac, puis l'ammoniac lui-même en fertilisant chez nous. Bref, donc si vous voulez, moi j'avais alerté le cabinet de Roland Lescure quand il était ministre de l'Industrie. Donc c'était 2023. Alors, on avait fait une conférence à Bercy et je l'avais alerté en disant il y a une étude à mener urgemment
sur le fait que ce basculement des doctrines d'investissement des banques de développement et des pays dits du Sud global, qui effectivement ont un meilleur potentiel de production si on se focalise uniquement sur le coût et le rendement que chez nous d'hydrogène, il faut urgemment pouvoir mener une étude et adapter notre stratégie par rapport au fait qu'en réalité, ce qu'on est en train de dire là, dans ce que je viens de vous décrire en quelques mots, et qui est bien plus inquiétant que la question de savoir est-ce qu'il faut importer de l'hydrogène ou pas, c'est que si on importe des produits semi-finis, ce sont les industries qu'on a en Europe qui seraient consommatrices d'hydrogène, les fameux clean lead markets, comme on le dit aujourd'hui dans la Commission européenne, qui en fait auraient vocation à être délocalisées hors d'Europe, avec des emplois perdus hors d'Europe. Et aujourd'hui, il y a 2 États en Europe qui sont, on va dire, qui ont pris la balle au bond sur ce sujet-là, c'est l'Allemagne et les Pays-Bas. L'Allemagne et les Pays-Bas, depuis 2025, et j'arrêterai là, rassurez-vous, ont réorienté toute leur diplomatie hydrogène dans le monde entier sur cette question-là. Comment faire en sorte que, en développant l'hydrogène pour de bonnes raisons climatiques, on ne se retrouve pas en tant qu'Allemand ou en tant que Néerlandais à en fait tout simplement tuer les emplois industriels qui aujourd'hui sont en Europe, parce que effectivement, en développant cet hydrogène dans le sud ou ailleurs, c'est là qu'on va pouvoir petit à petit créer les conditions de rebasculement des actifs qui auraient consommé l'hydrogène. Donc, j'attire votre attention à tous et toutes sur ce sujet-là, et j'espère que les pouvoirs publics qui m'entendent, s'il y en a ici, vont prendre ce sujet à bras-le-corps parce qu'il est très, très, très urgent. Et la stratégie nationale hydrogène 2025, elle est largement obsolète sur ce point, et pas que sur ce point. Merci Philippe. Vous qui Non, voulez on va pas polémiquer et continuer le débat à, je sais pas, 10 000 km de distance, mais deux remarques très rapides. Un, j'attends de voir l'Allemagne décentraliser sa sidérurgie en Mauritanie ou à l'autre bout du monde. Ça, j'attends de voir. Donc il y a les questions de souveraineté. Moi, je veux bien qu'on aille faire de l'acier ailleurs, mais qu'on diversifie les sources et qu'on ait le choix et qu'on ne mette pas tous ces œufs dans le même panier, si vous voyez ce que je veux dire. Première chose. Donc la souveraineté. Et deuxièmement, le facteur temps. Je suis désolé. Je veux bien qu'on aille faire de tout ce qu'on veut dans des pays émergents. Est-ce qu'ils ont les compétences? Est-ce qu'ils ont les ingénieurs? Ou alors on va envoyer des cohortes d'ingénieurs occidentaux là-bas? Non, ça c'est pas possible. Donc là, les questions de compétences, les questions de bancabilité, je veux bien entendre les déclarations tonitruantes de la BEI et consorts. J'ai pas encore vu financer beaucoup de projets offshore. Donc le facteur temps. Donc souveraineté, facteur temps. Jusqu'au bout, la combativité de Philippe. Oui, Boucki. alors moi je voudrais Xavier. rajouter quelque chose. J'ai l'impression qu'avec Raphaël, on est dans l'européen bashing. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments positifs. Je crois qu'il a voulu être un peu provocateur aussi. Dans oui, sa, mais ça c'est lui, ça. dans sa déclaration. Et donc il faut réagir. Tu as bien fait Philippe. Il faut réagir sur ce sujet-là. On a, et ce que je disais, il faut être lucide. On a des forces et des faiblesses. D'accord? Donc il faut les prendre en compte. Les forces, aujourd'hui, quand on prend la Chine, elle est sur l'alcalin. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de développer de nouvelles technologies qui permettent de fabriquer l'hydrogène de manière plus fiable, plus performante et sans terres rares. Alors je ne parle pas que de moi, parce qu'il y en a d'autres. Je ne parle pas que de Génicube. Et donc ça, il faut le prendre en compte, il faut le mettre dans la balance. Et c'est à partir de là, avec ces éléments-là, force et faiblesse, et qu'on peut, derrière, ce que je disais, être pragmatique et puis dérouler des démarches de subvention, de soutien. Et cette partie fabrication à l'extérieur d'hydrogène, et ça a été un sujet dans l'IPCEI sur lequel on a été, et effectivement, c'est l'Allemagne et c'est la Hollande qui ont été ils ont très poussé pour qu'on intègre certains fournisseurs d'hydrogène extérieurs à l'Europe, mais ça fera pas tout le besoin. Alors il y a 10 millions, mais ça, comme tu le dis Philippe, c'est dans 10 ans. Les amis, Voilà. alors, un petit mot vite fait, Jean-Patrick Corso, et Ouais. Miko voulait juste te dire, il m'a dit après 30 secondes, on va chronométrer, on va voir s'il répond en 30 secondes. Jean-Patrick. Non, je ne sais pas s'il faut tout opposer. En fait, moi j'ai quand même l'impression que, j'essaie de faire le milieu, nous on a une technologie 2 en 1. Clairement, ce qu'on dit quand on va au Canada, quand on va en Afrique, quand on va au Japon, on leur dit les piles ont fait les feux en France et elles sont faciles à exporter, elles vont être installées dans un chariot élévateur ou que sais-je pendant 5-10 ans.
La cartouche, elle va être fabriquée sur place. On ne peut pas vendre de la technologie à l'extérieur en disant vous allez dépendre de nous dans 1 an, dans 2 ans, quand vous allez voir du consommable. Et donc il faut qu'on soit agile pour présenter quelque chose qui est les 2 pieds, un pied en France, en Europe, et un pied dans les pays consommateurs d'hydrogène, je pense. Donc en ce sens-là, je basculais un peu des 2 côtés, quoi. Alors, retour à Séoul en 2 phrases et 30 secondes, c'est la promesse. Avec C'est la Nico. promesse et elle sera tenue. En 2 mots, Philippe, on ne va pas polémiquer parce que je suis d'accord avec toi. Cette question de la souveraineté, c'est ce que je voulais dire dans mon point d'alerte, elle est absolument fondamentale. Et on voit que les Allemands sont en train effectivement de prendre ce problème à bras-le-corps parce que chez eux, dès aujourd'hui, ce qui est en train d'être vu par le gouvernement, c'est qu'effectivement cette question du risque de délocalisation de ces actifs importants consommateurs d'hydrogène à cause de la décarbonation de l'hydrogène alimente par exemple le vote extrême droite. Donc le gouvernement est en train de voir comment justement éviter ce risque. Le deuxième point par contre, j'attire votre attention sur le fait que la Chine, c'est pas que les alcalins, et justement le premier projet, 60 MW full AEM, vient d'être awardé cette année 2025 en Chine. Et l'AEM est le 2e pilier du développement justement des électrolyseurs en Chine, mais ça on en reparlera. Et le point sur les ingénieurs, c'est que oui, les ingénieurs sont là, et les ingénieurs ils sont là parce qu'ils sont formés notamment par les Chinois, les Indiens, les Coréens, les Japonais qui, il y a 5 ans, ont été formés chez nous. Merci pour ces échanges très riches et passionnés. Allez, on a quelques minutes pour des questions. Si vous en avez, profitez-en. Vous avez en plus le président de France Hydrogène sous la main. C'est le moment d'en profiter. On est encore dans le forfait. Mesdames, messieurs, est-ce qu'il y a des questions? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Rien ne vous empêche après, naturellement, de venir voir les intervenants, qu'on peut remercier chaleureusement pour leur contribution. Merci. Merci. À vous.